Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir sur la candidature d'Emmanuel Macron. L'ancien ministre devrait sauter le pas demain. Il s'exprimera depuis un centre d'apprentissage en Seine-Saint-Denis. Sa déclaration en vue de la présidentielle devrait bousculer l'ensemble du paysage politique. Alors, quelles conséquences sur la primaire de la droite et du centre? Qu'en est-il pour François Hollande, de plus en plus affaibli? Et pendant ce temps, Manuel Valls ne cesse d'y penser. Sur tous ces aspects, le débat à suivre. Et puis, cette question ce soir, quel programme économique face au socle de droite, tandis que les candidats de la primaire ont développé leurs propositions? Quelles peuvent être les nuances des programmes à gauche? Quels sont les clivages? On en parlera lors du match des idées qui opposera l'essayiste et économiste Robin Rivaton à Pierre Jouvet, secrétaire national PS aux fédérations. Voilà donc pour le programme, merci de nous suivre. Et avant d'accueillir mes premiers invités, tout de suite, le tour d'horizon de l'actualité politique du jour. Bernard Cazeneuve face aux sénateurs pour défendre le fichier TES. Le ministre de l'Intérieur a voulu rassurer les parlementaires sur cette base de données qui suscite des inquiétudes. Le futur fichier garantira, selon le ministre de l'Intérieur, la sécurité des données personnelles des Français. Donc nous avons pris un ensemble de précautions. Et ces précautions sont des précautions techniques concernant l'irréversibilité de l'application informatique pour qu'on ne puisse pas, à partir des données biométriques, identifier une personne, et la sécurisation de la base pour qu'elle ne puisse pas être hackée. Au Sénat. Une première au Sénat où la droite a rejeté le budget 2017 sans discussion. Les Républicains jugent le projet de loi de finances insincère. La croissance est surévaluée, que des dépenses, notamment par exemple sur les salaires des fonctionnaires, sont sous-évaluées, que des économies affichées sont surévaluées, bref, qu'il y a entre 8 et 11 milliards de déficits qui sont dissimulés. Pour le président des socialistes, la droite fragilise le Sénat en refusant le débat sur le budget. Ils ont décidé d'étouffer le Sénat, de le bâillonner, et j'espère en tout cas de ne pas l'assassiner. Polémique. Vos candidats proposent de 6 à 20 milliards d'euros d'économies par an et proposent de concentrer la sécurité sociale sur les pauvres. Mesdames et messieurs les sénatrices, sénateurs, c'est le retour au système américain d'avant l'Obamacare. Au moment où certains aux États-Unis, y compris le président élu, semblent revenir sur ces promesses de suppression de l'Obamacare, vous ne faites rien d'autre que d'annoncer benoîtement la fin du modèle français, pourtant unanimement considéré comme l'un des plus solides. Environnement. Le chef de la droite au Sénat presse le gouvernement d'agir à Notre-Dame-des-Landes après la décision de justice favorable au nouvel aéroport. J'espère, je crois encore que Manuel Valls a une certaine idée de l'autorité de l'État. J'espère que le président de la République, à qui appartient l'ultime décision, décidera de l'évacuer, cette ZAD, qui est une zone de non-droit. Le Premier ministre reste toutefois évasif sur le calendrier. Il faut engager en effet les travaux et il appartient à l'État de faire respecter cette décision. Et croyez encore une fois en notre volonté, en notre détermination de faire respecter ces choses-là. Je ne savais pas qu'à l'Assemblée nationale, il fallait vous indiquer le début des travaux ou l'intervention des forces de l'ordre. Vous permettrez encore, dans un État de droit et avec l'idée que je me fais de l'autorité, de garder ça pour nous. International. François Hollande à Marrakech où s'est ouvert la COP22. Une réunion où planent les menaces du nouveau président américain de ne pas appliquer l'accord de Paris. Le chef de l'État entend mettre Washington devant ses responsabilités. Les États-Unis, première puissance économique du monde, deuxième émetteur de gaz à effet de serre, doivent respecter les engagements qui ont été pris.
Et dans l'actualité, le décollage est imminent. Emmanuel Macron devrait annoncer demain sa candidature à la présidentielle. 7 mois après le lancement de son mouvement En Marche, l'ancien ministre va donc franchir le pas et bousculer l'ensemble du paysage politique à gauche comme à droite. On en parle avec nos invités ce soir. Joseph Massescaron, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, journaliste, Merci. essayiste, président du comité éditorial de Marianne, auteur de nombreux ouvrages dont le remarqué L'horreur religieuse aux éditions Plomb. Merci d'être avec nous. Merci. Nathalie Segaune, bonsoir, et bienvenue. Vous êtes journaliste politique à l'Opinion. À vos côtés, Karl Meïs, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef du service politique au Figaro Magazine et auteur de cet essai. François Hollande, le président du temps perdu. On va justement beaucoup parler de temps et de timing ce soir. C'est chez Stock Éditions. Et Jackie Isabello, bonsoir. Bonsoir Sonia. Vous êtes le cofondateur de l'agence Corioling, une agence de conseil spécialisée dans la communication politique. Alors, madame, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose de revenir sur ce tournant avec la candidature annoncée demain d'Emmanuel Macron. Et on voit tout cela avec Stéphane Amalian. C'est donc demain matin, depuis le campus des métiers à Bobigny, en région parisienne, qu'Emmanuel Macron devrait officialiser sa candidature pour 2017. L'ancien ministre de l'économie a donc décidé de ne plus faire durer le suspense, comme le pressaient ses soutiens. La décision de l'ancien banquier d'affaires redistribue les cartes du jeu politique à gauche. Elle intervient au moment où les sondages positionnent le Premier ministre Manuel Valls en position de recours à François Hollande. Un chef du gouvernement qui aurait aussi une longueur d'avance sur le nouveau prétendant si ce dernier participait à la primaire de la gauche. Une hypothèse que rejettent ses partisans. Emmanuel Macron, il n'est pas question qu'il aille à la primaire de la gauche. Donc il est hors champ. Je ne vois pas pourquoi les sondages le prennent en compte. Il est hors champ. Il ne se présentera pas à la primaire de la gauche parce que ça délégitimerait tout le discours qu'il tient sur les partis politiques. Depuis Marrakech, où il se trouve, le chef de l'État a appelé à la cohésion et au rassemblement. Si la France se fragmente, a-t-il dit, alors la France déclinera. Comme il l'a déjà annoncé, l'actuel président devrait dévoiler ses intentions pour la présidentielle au début du mois de décembre. Voilà, et ce soir, on parle d'un coup de tonnerre dans le paysage politique, d'un tournant majeur, même si ce n'est pas une surprise. Cette candidature, Joseph Massescaron, elle bouscule profondément le jeu politique. Et bouscule le jeu politique, en tout cas, ce qui est intéressant de le voir, c'est pas simplement à gauche, mais aussi à droite et même au centre. Parce que là, avec cette candidature, il y a à mon sens 3 victimes collatérales. Il y a François Hollande, d'abord, puisque là, on sait très bien que le président de la République, encore aujourd'hui, pense, regarde. Il n'y a qu'à reporter l'admonestation dernièrement de Michel Sapin, qui a osé émettre l'hypothèse que peut-être Manuel Valls ferait un candidat probable. Il s'est fait immédiatement rappeler à l'ordre par son copain de régiment qui était François Hollande. Et maintenant, donc François Hollande en premier, Alain Juppé en second, et puis aussi François Bayrou. Parce que François Bayrou, pour le coup, l'espace centriste, en se disant, dans l'hypothèse d'une victoire de Nicolas Sarkozy, alors peut-être qu'il ne nous a pas dit ce qui se passait si jamais François Fillon gagnait, mais dans l'hypothèse, ce qui est quand même probable, dans l'hypothèse d'une victoire de Nicolas Sarkozy, je me présenterai. Depuis longtemps, il est parti dans cette hypothèse. Donc il y a déjà, sur le carreau, avec cette annonce, 3 morts, 1 balle, 3 morts. Alors avant de parler de ces victimes collatérales, sur le timing quand même, Jackie Isabello, la date est importante. Demain, nous serons à la veille du débat de la primaire, du dernier débat de la primaire dans la droite et du centre, à quelques jours du premier tour. Que pensez-vous de ce timing-là ? Alors déjà, Emmanuel Macron, c'est un des 10 petits nègres, puisqu'ils sont déjà quasiment 9 à gauche à se présenter. L'Obs nous disait la semaine dernière, on va enfin connaître son programme. Oui, Emmanuel Macron, il a fait de l'hyperséquençage de ce qui va peut-être être demain sa prise de position quant à la présidentielle. Moi, je trouve personnellement qu'il en fait un petit peu trop. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que là, il est en train de tisser le storytelling d'une grande bagarre qui doit s'achever au mois de mai. Ce qu'on devra mesurer, et ce que pour l'instant les sondages qui sont faits en mode éclair ne mesurent pas, c'est quelles sont les valeurs qui vont être reconnues à Emmanuel Macron pour, in fine, qu'on mette dans l'urne un vote le concernant. Et ça, je ne suis pas certain que Emmanuel Macron soit véritablement en position de force de ce point de vue-là. Après, ne cachons rien à nos auditeurs, on échangeait tout à l'heure sur est-ce un bon timing après l'élection de Trump et
le premier tour de la primaire de la droite que de se déclarer. Certains disent qu'il essaye de faire des crocs en jambes à la droite. Quel est votre Honnêtement, avis ? le rouleau compresseur de la droite ne va pas prendre ombrage des présentations de programme demain d'Emmanuel Macron et de cette révélation qui est une fausse révélation. C'est votre avis, Karl Meeus? Parce que ce soir, il faut le dire, c'est un petit peu l'annonce, ça sera demain, mais en tout cas l'information qui écrase tout à ce point, parce qu'il y a déjà de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux en vous disant, à vous, journalistes politiques, à nous tous, mais on le savait déjà. Mais c'est tout le talent d'Emmanuel Macron d'arriver à faire de quelque chose qui n'a aucun suspense une action médiatique qui nous met en haleine et qui fait qu'on en parle la veille de l'annonce. Oui. Donc il n'a toujours rien annoncé, mais on en parle avant et on va encore en parler demain. Ça montre à la fois un talent et en même temps ça montre qu'il représente quelque chose. Les autres candidats dont on a parlé tout à l'heure qui se sont déclarés, ça n'a pas fait autant de bruit parce qu'au fond, on n'imagine pas qu'ils puissent faire comme Emmanuel Macron, perturber le jeu politique. Je rajouterais un quatrième dans la liste des trois, une quatrième victime avec la balle. C'est Manuel Valls. Parce que Manuel Valls, depuis que Emmanuel Macron est parti, en tout cas, un blessé. Je crois exactement l'inverse. C'est-à-dire que je crois justement que les deux se marquaient. Il y a eu d'ailleurs un certain nombre de papiers du Monde aussi qui ont fait accélérer. C'est-à-dire l'idée que Valls réunissait ses troupes a certainement concouru au fait que Emmanuel Macron se soit déclaré avant. Mais au contraire, ça laisse le champ libre. Parce que dans le cas de la présentation, je ne vois pas comment François Hollande peut se présenter. Donc François Hollande ne peut pas se présenter décemment, parce qu'il risque de se retrouver derrière. Ah oui, il risque de se retrouver derrière. Présenter, mais est-ce qu'il ira Non, là pour le coup, je pense vraiment qu'il se présentera pas. Quel est votre avis, Nathalie Segonde? Justement, on va écouter François Hollande qui est toujours à Marrakech au Maroc pour la COP22. Il a été interrogé sur ce sujet, sur Emmanuel Macron. Écoutez sa réponse ou plutôt sa non-réponse. L'enjeu, c'est le rassemblement, c'est la cohésion. Mais la gauche est divisée. Eh bien, si elle n'est pas rassemblée, elle ne pourra pas être au rendez-vous. Si la France se divise, si la France se fragmente, si la France se désunit au moment où elle fait face à tant de menaces, alors la France déclinera. Est-ce que ces mises en garde aujourd'hui, elles ne sont plus entendues? Je vais vous demander, est-ce qu'elles sont encore entendues? Elles sont plus audibles et précisément si on est dans cette situation d'éclatement des 10 petits nègres, c'est précisément à cause de la faiblesse et de l'affaiblissement extrême de François Hollande. C'est-à-dire que c'est lui qui fait qu'aujourd'hui on a cette multiplication, cette rivalité. Effectivement, il y a une espèce de course-poursuite qui s'est engagée entre Manuel Valls et Emmanuel Macron sur le même créneau, quasiment, sur le même créneau, et plus les autres candidatures. C'est-à-dire que si on a cet émiettement à gauche, c'est précisément François Hollande qui est le premier responsable. Après, le choix, la candidature aujourd'hui, je pense qu'Emmanuel Macron a voulu montrer qu'il était totalement maître des horloges, indépendant de la primaire de la droite, indépendant de celui qui sera le candidat du Parti socialiste, et qu'il ne se déterminait pas en fonction des autres. Sauf qu'il le fait, alors là c'est là que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est qu'il le fait 4 jours avant une primaire de la droite, en nous expliquant, ses soutiens nous expliquent que c'est une façon de peser sur cette primaire et de dire aux électeurs tentés par Alain Juppé: je suis là, Et alors, vous n'y croyez pas à cet effet-là? Non, c'est pas que j'y crois pas. Peut-être que ça aura cet effet, je suis pas capable de le dire. Mais sauf que c'est une façon de précisément être dépendant de l'agenda de la droite, de se mettre à la remorque de l'agenda de la droite. Donc il n'est pas le candidat aussi libre qu'il... Sur ce point, Joseph Massescaron, quel est votre avis? C'est vrai, c'est intéressant. Emmanuel Macron pense, et dit d'ailleurs à ses proches, qu'il peut peser sur déjà le premier tour de la primaire à la droite et centre. Il va peser. Il va déjà peser? Je pense qu'il va peser. Il va peser parce que même si c'est à la marge, mais là on voit bien qu'il y a aujourd'hui des problèmes pour mesurer, pour quantifier le résultat des candidats à la primaire. Mais même si c'était à la marge, même si c'était l'ordre de 4-5%, je ne sais pas, mais ça peut être de ces 4-5% majeurs, quand on voit apparemment, quand on voit l'absence de dynamique
pour employer une formule euphémistique de la campagne d'Alain Juppé, et c'est vrai qu'il prend Alain Juppé. C'est incontestable qu'il prend Alain Juppé. Et d'une manière... c'est-à-dire que le discours sur la nouveauté, et en plus le discours sur le centre, parce que Alain Juppé, c'est pas simplement la volonté de dire, bah voilà, moi je peux incarner quelque chose d'autre, c'est aussi évidemment une place du centre. Cette place du centre, là, vraiment, Emmanuel Macron vient de faire une OPA dessus. Réellement une OPA. Je ne vois pas comment d'autres. D'autant plus que, on va peut-être en parler, mais il y a comment ça s'appelle ? Il y a toute une machine, un logiciel politique chez Emmanuel Macron qui est extrêmement précis. C'est-à-dire, pardon, je vais le définir à l'antenne, ça s'appelle le personnalisme communautaire. C'est-à-dire ça vient d'Emmanuel Mounier, c'est-à-dire une forme de catholicisme social qui a fondé le MRP, qui a fondé le centrisme. Il est le personnalisme, c'est-à-dire la personne, l'individu et aussi la communauté. Il est exactement, d'où sa vision un peu communautariste, avec 12 guillemets de chaque côté de la société. Parce que je dis ça parce que le mot est péjoratif, employé souvent de manière péjorative. C'est vraiment, il a un logiciel politique extrêmement fort, Emmanuel Macron. Ça répond presque à votre interrogation tout à l'heure, Jacques Isabello. La voilà, l'offre Macron, finalement. Mais elle est peut-être, elle risque d'être minoritaire. Moi, je pense que vous avez raison de faire référence à Emmanuel Mounier, mais il y a 5 ans, on a réalisé une étude et on a demandé sur les 10 plus grands candidats quelles sont les valeurs que vous leur attribuez. On a interrogé 2500 personnes en matière de sécurité, d'économie, d'emploi, famille, et on s'est aperçu, 2 mois avant les échéances, qui allait s'associer avec qui. On a vu par exemple que François Bayrou allait basculer du côté de François Hollande. Quand on va demander aux Français quelles sont les valeurs que vous accordez à Emmanuel Macron, moi je suis persuadé aujourd'hui que ces valeurs, elles sont vides. Qu'est-ce qui va se passer ? Allez, je prends un pari. Vous n'êtes pas d'accord. De toute façon, je n'ai pas parié d'argent. Il va se passer ce qui s'est passé avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, rhéteur, tribun, grande gueule, un fond rhétorique, une culture remarquable. Quand il a fallu se dire, mais quelles sont les valeurs de M. Mélenchon ? Qu'est-ce qui fait que demain, je pense qu'il est bon pour défendre ma famille, pour défendre le pays, pour assurer la cohésion de ce pays ? Il s'est effondré. Il s'est effondré et Emmanuel Macron, aujourd'hui, très honnêtement, je suis dirigeant, j'aime beaucoup les startups, j'en accompagne, je les fais éclore, mais c'est pas sur les startups qu'on va pouvoir conquérir la présidence de la République. Donc, son fond de valeur à Emmanuel Macron, aujourd'hui, il est assez faible. Je mets vraiment en garde parce que je suis d'accord sur les startups, mais faisons attention que, pardonnez-moi, c'est pas par rapport à vous, mais parce que par rapport à ce que j'entends en général, que par paresse intellectuelle, on ne voit pas le logiciel politique qu'il y a derrière Emmanuel Macron, comme d'ailleurs derrière d'autres candidats. Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron. On a tendance, nous, parfois, à minoriser le logiciel. Si on ne le voit pas assez aussi, parce que, pardonnez-moi, pour les Français, pour nous tous d'ailleurs, l'aventure Macron, la personnalité Macron, elle est nouvelle, Carole. Mais il y a encore quelques temps, il avait un statut de conseiller, il est passé aujourd'hui à candidat. C'est une météorite. On va voir si ce ne sera pas une étoile filante de la vie politique, mais c'est une rapidité inédite. C'est l'enfant politique de François Hollande et Manuel Valls. François Hollande l'emmène à l'Élysée avec lui. Manuel Valls le pousse à être ministre. Il faut quand même se rappeler que quand Manuel Valls est nommé à Matignon, il propose déjà à François Hollande de nommer Emmanuel Macron. Il en veut au ministère du Budget. Réaction de François Hollande, non, on ne met pas de personnalité de la société civile, il n'a pas d'envergure politique. Sauf que quand Arnaud Montebourg se fait dégager de Bercy, et là, François Hollande change d'avis, ce qui va lui arriver très souvent au cours de ce quinquennat, et là il se dit, au fond, on pourrait mettre Emmanuel Macron. Parce que il le demande ardemment à ce moment-là aussi. Hein. Louis Gallois, non, Emmanuel Macron, il était en train de créer sa start-up et il allait partir aux États-Unis. Il avait plié bagage. Il était parti de l'Élysée déçu justement par le fait que François Hollande ne lui avait pas mis le pied à l'étrier. C'est ça qui est très intéressant. Et aujourd'hui, François Hollande, on le voit dans ce qu'il dit à Marrakech, et quand on entend et quand on écoute ses proches, ils espèrent encore qu'Emmanuel Macron reviendra dans le giron du père. Qu'au fond, les ponts ne sont pas coupés. Or, ce qu'a fait Emmanuel Macron aujourd'hui... Pour la légende du golem, on pense qu'à un moment donné, on va pouvoir le récupérer. Voilà. La créature a échappé au maître. Tous autour de cette table, vous n'y croyez plus, Nathalie Seconde. On a dit à un moment que Emmanuel Macron pouvait être celui qui allait ramasser les voix et finalement revenir dans le giron. C'est exclu. À partir de ce soir et de demain, cette dernière incertitude, elle s'est envolée.
il ne peut plus rejoindre, être derrière François Hollande. Pour moi, personnellement, elle s'était envolée bien avant ce soir. C'est-à-dire que j'ai suivi ces meetings, ces 3 meetings du mois d'octobre. Il était totalement déterminé. Sa candidature ne faisait aucun doute. Et le fait qu'il ne revienne pas dans le giron de François Hollande ne faisait aucun doute pour tous ceux qui l'ont approché. Donc, que l'entourage de François Hollande ait pu, et croit encore pour certains, espère qu'il revienne un jour et qu'il ramène ses voix, c'est totalement... Il a une ambition forcenée. Et une ministre qui le connaît bien nous disait récemment, il a cette particularité de vouloir toujours repousser les limites et toujours aller plus loin. Il le dit lui-même, sky's the limit. Et on y est totalement. Et puis on ne peut pas dire d'un côté, ça prend le temps en France d'éclore, d'être un homme politique d'envergure et de devenir un homme d'État, en tout cas d'envergure également, et puis penser qu'en 6 mois, on va arriver à conquérir le poste suprême. C'est allé beaucoup trop vite. Moi, j'ai fait partie de ceux qui étaient choqués par le fait que Dominique de Villepin puisse, sans même savoir à quoi ça ressemble le bureau d'un sénateur, ou même avoir serré la louche d'une femme sur un marché ou d'une grand-mère sur un marché, et d'un coup de devenir président de la République. Emmanuel Macron ne peut se dire ce soir derrière leur écran télévision, est-ce que vous n'avez pas un logiciel, pardonnez-moi, il n'a même pas été élu. Il ne faut pas changer notre logiciel. Mais les Français, alors je veux dire, il faut être cohérent. Tout est possible, on dit ça prend le temps, regardez Juppé, regardez tout un tas de grands hommes politiques, on ne va pas les lister ici, on n'a pas le temps. Et puis penser qu'en 3-4 mois, on va arriver à mystifier la terre entière. Alors c'est vrai qu'on peut faire un peu de sophistique et se dire, oui, le grand Donald, lui, il y est bien arrivé. Attendez, nos systèmes politiques ne sont pas du tout les mêmes. Comparaison n'est pas raison. Donc moi je vous le dis, je pense qu'il va se dégonfler. Et j'espère qu'il se dégonflera assez vite, qu'on relaisse la place à des gens qui doivent redorer cette fonction, qui est une belle fonction au service du pays, qui s'en sortent. Là, il vient de me tacler, vous avez raison, Joseph. Il fallait pas me dire ça, il fallait me laisser finir. Là, c'est très intéressant ce que dit Jacques Isableuse. On est dans un monde de menaces, où l'expérience... le sérieux, on ne dit pas qu'il n'a pas de sérieux, loin de là, Emmanuel Macron, mais l'expérience est très importante malgré tout. On met le doigt sur le paradoxe total aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à la fois, on est dans un moment où on veut un maximum de protection. Donc, comme on veut un maximum de protection, on estime tout à fait logiquement que la personne qui peut vous assurer cette protection est la personne qui a la plus grande expérience et qui a mis beaucoup de temps à se construire. Mais en même temps, on est également dans un cas d'urgence et où une grande partie de l'électorat souhaite renverser la table. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui avec cette annonce de Macron, c'est que quand même les deux candidats qui vont compter pour la gauche, qui vont avoir vraisemblablement un score à deux chiffres, sont deux qui jouent les extérieurs par rapport au Parti socialiste, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. C'est ça qui est frappant. Et les deux, si on réunit les deux, évidemment, ils ont certainement plus de voix que n'en aura le candidat du Parti socialiste. Manuel Valls, qui a une vraie dynamique dans les sondages. Mais pour l'instant, il est Premier ministre. Pardon, on est dans l'hypothèse, mais comme il y a eu des hypothèses de sondagières, qui évidemment, on ne va pas non plus tuer tous les sondeurs. Il y en a d'extrêmement sympathiques. Puis sinon, de quoi on vivrait. Donc simplement, il y a un score à deux chiffres qui est donné vraisemblablement à Jean-Luc Mélenchon, qui est dans une dynamique, même si peut-être il y a celle d'Emmanuel Macron, également un score à 2 chiffres. Je doute fort que Manuel Valls, s'il faisait une très bonne campagne, mais excellente campagne, arrive à 20%. Franchement, j'en doute fort. Il y a d'autres écueils. Karl Meus, Emmanuel Macron, il n'a pas, j'allais dire, une route avec des pétales de rose devant lui. Ça va cogner dur. Alors ça commence, vous allez me dire, c'est pas très dur, mais c'est demain un entretien aux Échos, Alain Juppé, qui estime qu'il faut se méfier du chevalier blanc Emmanuel Macron. Mais enfin, à gauche comme à droite, ça va taper à bras raccourcis. Est-ce qu'il a le cuir assez épais, Emmanuel Macron ? Alors on va voir, ça va être le bon test. Là, ils sont tous un peu comme Harpagon, ma cassette, au voleur. C'est mes électeurs. Ça n'a pas commencé que demain avec les Échos. Vous vous souvenez de François Bayrou, qui avait tapé très dur parce que quand il avait vu que Macron lui piquait ses électeurs. Et Manuel Valls aussi, quand il a compris que Macron lui avait piqué tout ce qui était la modernité et qu'en démissionnant, il lui avait coupé l'herbe sous le pied. Donc là, on va voir. Ce qui est intéressant, il y en a un seul qui ne tape pas, c'est François Hollande. On en revient toujours là, avec cette idée que c'est un peu sa bouée de sauvetage. Je me raccroche à Emmanuel Macron. Comment peut-il tenir dans cette position, François Hollande, un petit peu en apesanteur, cette stratégie qu'on a beaucoup décrit comme la stratégie de l'édredon Oui, mais ça c'est toujours ce qu'il a fait. C'est toujours l'édredon. Est-ce qu'elle est encore tenable aujourd'hui ? Elle est tenable parce qu'il est dans son bunker de l'Élysée et que, étant protégé par la fonction,
c'est lui qui va décider du moment où il pourra rentrer en scène. Le problème qu'il va avoir, c'est qu'est-ce qui va se passer le jour où il va se prononcer. Est-ce qu'on va faire comme pour Emmanuel Macron, plusieurs plateaux télé, une grande émission comme ça pour dire François Hollande s'est prononcé, est-ce que ça change la donne et quel impact ça va avoir sur les Français? C'est là que c'est très ambigu pour lui. Et on le voit dans certains sondages. Regardez, il n'est pas encore complètement démonétisé. Quand on le met en face de Manuel Valls ou d'Emmanuel Macron, à la fin, il s'en sort plutôt bien. Alors qu'après, le bouquin... Vous voyez vraiment le verre à moitié plein. C'est bien. Il en faut toujours un sur le... Non, mais vous avez raison. Qui va sortir vainqueur? Moi, je pense que, et vous le savez, Karl, parce que vous avez suivi le PS au tout début de votre carrière, c'est que Manuel Valls, il a compris que la séquence, elle devait jouer en 2022. Donc Manuel Valls qui a quand même été très maltraité ces 6 derniers mois. Hein. Lui qui était un nouvel arrivant, qui devait être l'espèce de nouvel attaquant sur le banc socialiste, d'un coup s'est vu transformé en espèce de vieux Premier ministre victime de cette malédiction. Et il est en train, patiemment, il est devenu patient, de comprendre que le timing se joue en 2022. Il va laisser tout le monde se déchirer en 2017 et il reconstruira la gauche en 2022 et il aura l'autorité naturelle. Précisément, on ne va pas être d'accord. On ne va pas être d'accord. Mais la gauche sera morte avant 2022, vous plaisantez. S'il ne se passe rien d'autre que Emmanuel Macron et François Hollande, il n'y a pas... Et d'ailleurs, Manuel Valls ne va pas rester à Manuel Valls donne des coups de boutoir. Bien Est-ce sûr. que ce sont autant de... Bien sûr. Imaginez, donc Emmanuel Macron aujourd'hui est candidat. La probabilité, c'est que François Hollande se déclare candidat au plus tard le 15 décembre. Une des probabilités quand même assez fortes, c'est qu'Arnaud Montebourg remporte la primaire contre François Hollande. Il y a un sondage qui vient de sortir qui l'indique. Donc Manuel Valls va assister en spectateur à un premier tour où il y aura Arnaud Montebourg et François Hollande. C'est impossible. Et Emmanuel Macron, et lui, il va rester sur le banc de touche. Bien même, ce serait le caractère de Manuel Valls, déjà... Ou un spectateur engagé. Il y a eu un vrai changement. Que la gauche peut remporter l'élection présidentielle de 2017. Mais bien sûr que non. Mais ça, on est d'accord. On n'en est plus là. La question n'est plus là. La question, c'est la survie du Parti socialiste. La question, c'est pas la demi-finale ou le quart de finale. À la fin, c'est qui remporte la Coupe du Monde. Qui préempte peut-être le Parti socialiste. Qui joue la partie, surtout. Qui joue la partie pour le Parti socialiste. C'est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est qui préempte. Il y a quand même un précédent qui plaide pour le fait que Manuel Valls y aille. Qui est très simple. C'est le précédent François Fillon, bien sûr. C'est-à-dire que François Fillon, finalement, il s'est dit, bon, après Nicolas Sarkozy, j'arriverai bien sûr à reprendre le parti. C'est bien sûr ce qui ne s'est pas passé, parce que tout le monde était allié contre lui. Si Manuel Valls n'y va pas, il ne pourra jamais avoir le Parti socialiste. Mais Nicolas Sarkozy ne perd pas véritablement cette élection présidentielle. Il la perd dignement. François Hollande, dans l'état où il est aujourd'hui, il va sortir totalement en vrac. Là, c'est l'écriture a posteriori. Et donc, il faudra recimenter cette gauche. Et celui, on verra, qui sera sans doute en capacité de le faire, ce sera Manuel Valls. Ce qui est incroyable, c'est qu'on assiste quand même à quelque chose sur lequel il faut insister, qui est du jamais vu. C'est que vous avez un Premier ministre qui fait tout pour empêcher le président de la République d'être le prochain candidat. À part en période de cohabitation, où là c'est assez logique qu'il y ait un affrontement, que dans le même camp, le Premier ministre, qui est là depuis 2 ans et demi maximum... Vous voulez faire partir le président? Vous voulez faire partir le président par Georges Pompidou. De cette façon-là, l'empêchement. Oui, il y a un appel assez célèbre qui s'appelait les empêchements, ils sont quand même assez... Matignon, c'est très différent. Karl Meis, les coups de boutoir, ils sont quand même assez forts, mais quand même, le chemin, c'est un chemin de crête pour Manuel Valls. Comment ne pas trahir frontalement, parce qu'il ne veut toujours pas trahir frontalement, mais tout en précipitant François Hollande vers la fin? Alors ça, c'est tout. Alors, c'est toute la question. Est-ce que la stratégie d'empêchement de Manuel Valls sera plus efficace que la stratégie d'empêchement de la droite pour François Hollande? On sait bien que celle de la droite n'aura pas de succès, puisqu'ils n'ont pas la majorité au Parlement. Est-ce que celle de Valls, qui est plus en finesse, qui est tout en messages subliminaux, qui n'ont rien de subliminaux d'ailleurs, qui sont très clairs, est-ce que ça peut fonctionner? Non, parce que François Hollande va être candidat. On le sait, il se prépare, il réunit ses fidèles. Il va déclarer sa candidature. Est-ce qu'elle ira jusqu'au bout? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il y aura une primaire?
Est-ce que Manuel Valls va tenir jusqu'au bout? Voilà, pour le coup, on n'a pas... Alors, je vais vous laisser réagir, oui. Le paradoxe, je veux juste ajouter une chose, c'est qu'il est aidé aujourd'hui, Manuel Valls, dans cette stratégie, par Emmanuel Macron. C'est-à-dire que la candidature de Macron prive un peu plus d'oxygène François Hollande. Donc avant qu'ils soient rivaux, pour l'instant, ils sont... Je vais vous laisser réagir. On va juste écouter justement l'un des proches de Manuel Valls, c'est le sénateur Luc Carvounas. Écoutez ce qu'il dit de cette candidature annoncée d'Emmanuel Macron. Écoutez, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas en parler, c'est pour moi un non-événement. Vous n'avez pas de commentaire à faire sur la candidature d'Emmanuel Macron? Je ne participerai pas à cette forme de bulle médiatique d'une personnalité qui sera évidemment pas la candidature de la droite et qui ne peut pas incarner la candidature de la gauche. Il n'est pas une espérance, il n'est pas un avenir. Il est une contrainte pour la gauche qui est en responsabilité et qui l'a porté à un moment donné de sa carrière. Ce garçon ne m'intéresse pas. Je l'invite, s'il va jusqu'au fond des choses et s'il a le courage qu'il prétend avoir, de venir dans la primaire. Ce garçon ne m'intéresse pas. Les coups pleuvent à droite, à gauche. Joseph Massescaron, c'est assez incroyable cette manière. Finalement, c'est normal qu'il le traite ainsi, mais avec cette distance, presque une forme de mépris. Il ne fait pas partie de la gauche. Il va faire perdre la gauche, ce garçon. Oui, c'est-à-dire que le fait que, lorsque je parlais des extérieurs, jouer des extérieurs, c'est vrai que cette primaire de la gauche, je suis d'accord avec vous, je ne vois pas comment on peut en faire l'économie. Parce que là, pour le coup, ce sera vraiment l'explosion au Parti socialiste. Mais vraiment l'explosion, et pas simplement le fait de voir Gérard Collomb ou d'autres. Non, ce sera vraiment l'explosion au sein du PS. Donc, les deux, en fait, il y a un jeu qui est un jeu d'extérieur. Donc, c'est vrai que Emmanuel Macron ne fait pas partie de la gauche, ne fait pas partie de ce qu'on appelle la gauche. Maintenant, et je reviens à la question des valeurs, c'est-à-dire qu'il faut voir aussi comment il est représenté pour une grande partie de l'électorat. Pour une grande partie des Français, Macron, il représente quand même la gauche. Le fait qu'il ait été ministre de François Hollande, qu'on le veuille ou pas, le marque à gauche. Alors après, il peut avoir un discours en disant son discours, c'est et de gauche et de droite. Voilà, tout simplement pour faire oublier celui de Michel Jobert. Mais cela dit, c'est vrai que ce garçon qui est un trublion, qui me fait aussi penser, je prends d'autres figures qui va du temps d'Alain Juppé, c'est-à-dire Jean-Jacques Servan-Schreiber, donc il me fait penser à JGSS, voilà, aussi, c'est-à-dire par cette volonté d'arriver à un équilibre, de représenter la modernité, la technologie. Mais qu'est-ce que ça donne à la fin, par exemple, l'aventure? Alors à la fin, au mieux, ça donne. À la fin, au mieux, ça donne le Canuet. Voilà. Au pire, entre guillemets, ça donne Michel Jobert, et au mieux, oui, il a quand même, lui, contribué à mettre en ballottage. C'est toute la question, Karl Meis. Quand Luc Carvounas dit une bulle médiatique, on voit que non, parce que quand même, depuis plusieurs mois, on se fie un petit peu en sondage, on voit qu'il y a un socle. Il y a un socle, il est là, malgré tout, même s'il a un petit peu perdu, il a un petit peu grignoté, il est toujours là, il est fort, ce socle, il existe. Non, mais surtout, on se moquait de Jobert, JGSS et le Canuet, parce que c'était à une époque où le système était très stable. Il y avait la droite, la gauche et les partis qui les représentaient. Emmanuel Macron, il arrive dans une configuration qui est totalement explosée et volatile. C'est là la chance qu'il a. Peut-être ça se terminera comme JGSS ou Michel Jobert, parce que finalement, les Français préféreront une expérience, comme on le disait tout à l'heure, et une stabilité. Mais son pari, c'est justement que les Français vont vouloir balayer ce système. Ce qui s'est passé dans d'autres pays, c'est exactement ça. C'est en ça qu'à un moment, on a pu le comparer, toute proportion gardée, à Donald Trump. C'est-à-dire que c'est le produit d'un système qui est lui-même le représentant du système, mais qui se met hors système. Parce que lui dit qu'il est en dehors du système. Comment vous le percevez, Nathalie Segonde? Parce qu'Emmanuel Macron a dit « Moi, je ne suis pas dans le système. Je suis cette nouveauté, je suis celui qui n'est pas dans le moule. » Il n'y a quand même pas meilleure incarnation du système qu'Emmanuel Macron. Est-ce que ce message peut passer, justement? C'est une imposture. Cette transgression maximum peut passer? Je pense que les Français utilisent aujourd'hui Emmanuel Macron pour dire leur mécontentement à l'égard de ce gouvernement, des sortants, de François Hollande principalement. Et j'observe que les présidentielles récentes qui ont eu lieu, à chaque fois, il y a eu une espèce de troisième homme comme ça entre la droite et la gauche qui était utilisé jusqu'au mois de février-mars pour dire aux principaux, aux favoris, aux candidats favoris, attention, et qui s'écroulait ensuite et qui n'était pas présent comme on l'avait parfois pronostiqué. C'est intéressant, une sorte de catalyseur
des colères. Alors, c'est pas Marine Le Pen, c'est autre chose, mais qui après, finalement... J'ai l'impression que Macron est quand même utilisé par ça plus qu'une adhésion à ses valeurs, à sa vision de la société. Je pense qu'il est quand même, pour l'instant, utilisé pour exprimer une colère, mais d'une certaine catégorie de la population. Plutôt éduquée, plutôt... Moi, je vois dans ses meetings, il intéresse, il attire, il y a une vraie curiosité, mais des gens actifs, pas des retraités, pas des très jeunes non plus, des gens... donc, il a un discours qui intéresse, mais... les gens sortent un peu dubitatifs quand même. Le catalyseur, selon Nathalie Segonde, d'une colère qui n'est pas du tout la même que celle qu'engendre que celle que récolte plutôt Marine Le Pen. Est-ce que vous voyez ce parallèle assez étonnant? On l'a pas souvent entendu. Je suis complètement d'accord avec vous et n'oublions pas qu'on est encore en train de vivre les répliques de ce qui s'est passé en 2011 dans cette chambre 2806. Le Parti socialiste devait faire son Bad Godesberg, devait comprendre que l'économie, c'était important pour les Français. Et qui mieux que Dominique Strauss-Kahn pouvait le faire? Bon, il s'est passé ce qui s'est passé, et on s'est retrouvé, on l'a vu pendant 5 ans, avec un président, pardon pour lui, je ne devrais pas dire ça, j'ai beaucoup de respect pour la fonction, mais qui n'était pas à la hauteur. Donc, cette transition du Parti socialiste, telle que Michel Rocard n'est pas arrivé à la faire, telle que Lionel Jospin, à sa façon, aurait pu la faire, eh bien, Emmanuel Macron, il en saisit une petite partie. Cette mutation du Parti socialiste, elle est en train de se faire, sauf qu'elle ne s'opère pas avec l'autorité qu'aurait pu être celle de Dominique Strauss-Kahn s'il avait été le président de la République qu'on pouvait pressentir. Et ça, c'est une ligne de fracture qui serait le temps de prendre en compte. Regardez, entre un Fabius et certains autres archéo-communistes, pardon, qui sont encore encartés au Parti socialiste. Exemple, donnez des noms. Pas de nom. Ne vous excusez pas. pas. Dire du corps. Non, mais alors, je vais vous laisser réagir à ce que vient de dire Jackie Isabello. Et puis, vous avez de nombreuses réactions, Joseph Massescaron. Et celle-ci, c'est François qui nous dit, mais attendez, comment ça? Macron qui récolterait une colère, mais quelle colère? Il est le système. Oui, mais on sait très bien depuis longtemps que vous pouvez participer au système, vous pouvez être milliardaire et vous pouvez être anti-système. Vous pouvez, pour prendre un autre exemple à gauche, vous pouvez être aussi extrêmement riche et bien éduqué et fonder ce qu'on a appelé en Allemagne Die Linke, qui est le parti de gauche, l'équivalent du Front de gauche en France. Donc ça c'est autre chose. Et de même en Italie. Enfin, vous avez plein d'exemples de ce type, plein d'exemples justement de personnes qui, c'est le propre de. Alors je déteste ce mot. Tant pis, je vais l'employer. Je déteste ce mot parce que je considère là aussi que c'est une paresse intellectuelle. Mais le populisme, d'accord, bien sûr, on ne peut parler que de ça. Je suis d'accord, bien sûr, il y a un populisme du centre. Tout à fait. En Allemagne, il y a eu le FDP. En Angleterre aussi, il y a eu un moment donné où les centristes anglais qui ont été coincés, les libéraux-démocrates, ont été tentés par une forme de populisme quand on les entendait. Le type de discours, quand ils disaient aussi on est hors système. Oui, il se trouve. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, des gens qui se sentent déclassés, vous n'en trouvez pas simplement, vous en trouvez partout. Sur l'échelle sociale. Je vais prendre on va prendre l'exemple des hipsters ou autres, qui étaient considérés comme les bobos, la quintessence des bobos qui se faisaient pourfendre par le Figaro Magazine. Or, aujourd'hui, ils sont en voie de paupérisation. Et certainement, un bon nombre d'entre eux, soit vont voter pour Mélenchon, soit vont voter pour Macron. Donc, bien sûr. Ce serait je vais aussi être caricatural, ce serait un populisme bon chic, bon genre, bon teint un petit peu. Bon teint, voilà. Macron. Light. Ce serait une définition assez... idéal. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition audacieuse? Joseph Massescaron, je me dis, le pauvre, après avoir été comparé à JGC, c'est Michel Jobert, maintenant il récupère les hipsters, je suis pas sûr que ça lui fasse des grandes perspectives. Là où vous avez raison, c'est qu'on s'aperçoit bien que le fond idéologique d'Emmanuel Macron, celui dont on devra dire lorsqu'on mettra notre bulletin dans l'urne s'il répond à des problématiques actuelles et des problématiques du peuple et du peuple dans son ensemble, il va s'évaporer. Je ne pense pas qu'il va s'évaporer parce que lui, il possède. Encore une fois, ce logiciel, il l'a. Et vraiment, c'est incontestable. Dès qu'il parle d'éléments de politique étrangère, et même, je trouve qu'il prend des risques par rapport à ce que pense globalement la société française, sur la laïcité, sur autre. On sent qu'il a un autre logiciel qui n'est pas celui de la majorité des Français. J'ajoute juste un élément qui est très important pour moi, et qui va évidemment avec l'élément populiste, c'est l'élément irrationnel.
Je suis allé dans des meetings de Macron et il y a un élément irrationnel. On est devant une croyance, la croyance qui va faire quelque chose. Ça, c'est très fort. Parce qu'aujourd'hui, absolument, totalement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de points communs. Nous sommes aujourd'hui dans une déchéance de rationalité. Et donc, tout ce qui est irrationnel, tout ce qui va dans le sens de la croyance, eh bien, c'est vrai. L'irrationalité, c'est ce qui échappe aux commentateurs et aux sondeurs. Voilà. Ça, on ne peut pas le maîtriser, le calculer. Merci en tous les cas pour ce débat et cette analyse. Je rappelle les titres de vos livres. Karl Meeus, François Hollande, le président du temps perdu, chez Stock. Et puis Joseph Massescaron, on aura l'occasion de parler aussi de ces grands sujets. L'horreur religieuse chez Plomb. Merci encore à vous. La suite de votre émission. Et cette question ce soir, quel programme économique est bien face au socle de droite, tandis que les candidats de la primaire de la droite et du centre ont développé leurs propositions. Quelles peuvent être les nuances des programmes à gauche? Quels sont les clivages? Ce sont les thèmes du match des idées qui opposera dans quelques instants l'essayiste et économiste Robin Rivaton à Pierre Jouvet du Parti socialiste. Et c'est juste après une courte pause. Luc Carvounas, sénateur du Val-de-Marne, sera l'invité de Cyril Viguier dans Territoire d'Info, votre matinale d'information tournée vers les territoires. Territoire d'Info, demain à 7h30, en direct sur Public Sénat et Sud Radio. Luc Carvounas, sénateur du Val-de-Marne, sera l'invité de Cyril Viguier dans Territoire d'Info, votre matinale d'information tournée vers les territoires. Territoire d'Info, demain à 7h30, en direct sur Public Sénat et Sud Radio. Premier tour dimanche de la primaire de la droite et du centre. Émission spéciale, résultats et analyse du vote. Un événement à suivre dimanche à 21h30 en direct sur les chaînes parlementaires. Voilà, et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur Public Sénat, votre émission en direct bien sûr. Et cette question à présent, quels sont précisément les clivages économiques droite-gauche aujourd'hui? Le gouvernement affirme que le programme de la droite serait une catastrophe sociale pour le pays. Et plus largement, est-ce qu'il y a toujours les mêmes lignes, les mêmes clivages? Peut-on parler d'ailleurs davantage de clivages autour de la mondialisation et de la contestation du libre-échange? Nous parlerons aussi évidemment du programme d'Emmanuel Macron qu'on découvre par petites touches. Et sur tous ces sujets, nos invités ce soir, je vous les présente avec plaisir. Robin Rivaton, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes économiste, essayiste, vous êtes le directeur général de Paris Région Entreprises, vous êtes un proche de Bruno Le Maire et auteur du livre « Quand l'État tue la nation » chez Plomb. Face à vous ce soir, Pierre Jouvet, bonsoir. Bonsoir Sonia. Bienvenue à vous, vous êtes secrétaire national socialiste aux fédérations. Messieurs, première question et d'abord, Pierre Jouvet, réaction ce soir à la candidature imminente demain d'Emmanuel Macron? J'attends demain de voir ce qu'il en est. Si Emmanuel Macron va jusqu'au bout et qu'il sort du cadre de la primaire, je le regrette. Je le regrette fortement parce que... Vous n'avez aucun doute là-dessus, hein. Il est déjà hors cadre. Aucun doute là-dessus, malheureusement, mais j'attends de voir. Vous savez, chaque jour suffit sa peine, comme on dit en bonne expression populaire, mais je le regrette. Je regrette cet émiettement aujourd'hui des candidatures, je regrette cet émiettement de la gauche qui, malheureusement... va peut-être nous amener à une élimination dès le premier tour de l'élection présidentielle. Donc chacun aujourd'hui doit prendre ses responsabilités. Vous faites déjà peser sur la tête la future, la probable, hypothétique. Moi je fais peser sur la tête de celles et ceux qui prennent le risque de diviser la gauche. Aujourd'hui nous avons souhaité une primaire de rassemblement de toute la gauche. Il y a un risque imminent dans notre pays. Il y a un risque imminent de voir la droite... gagner l'élection présidentielle, ça c'est un moindre risque si on peut dire, mais il y a surtout un grand risque de voir le Front National et l'extrême droite arriver au pouvoir dans notre pays. Et je pense qu'aujourd'hui les progressistes devraient trouver les moyens de se rassembler. Ah oui, mais derrière qui, vous nous le direz juste. Même question, Robin Rivaton. Emmanuel Macron, même si vous soutenez, vous êtes proche de Bruno Le Maire, il fait partie un petit peu de votre galaxie libéral, certains disent social-libéral, mais oui, vous auriez pu être en marche avec lui. Il y a certains points de convergence, effectivement, avec ce que pourrait être un programme intéressant. Il y a aussi, à droite, il y a aussi des points de divergence assez forts qui ont été exprimés. Les solutions qui nous sont proposées, qui sont amenées par petits bouts, pour l'instant ne sont pas non plus aussi radicales, en tout cas sur la partie politique des choses. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose encore sur le renouvellement de la classe politique, qui est un des marqueurs forts du programme de Bruno Le Maire et qui est quelque chose qui est encore très absent dans la démarche d'Emmanuel Macron. Après, qu'il apporte de la nouveauté, qu'il apporte quelque part de la fraîcheur et un peu de nouveauté dans ce pays.
paysage politique qui semble, et quand même on peut le reconnaître, qui est relativement sclérosé, forcément ça fait aussi du bien quelque part. Même s'il va peut-être grignoter sûrement encore des points à Bruno Le Maire qui se tasse beaucoup dans les sondages. Je doute qu'Emmanuel Macron prenne des voix à Bruno Le Maire à droite, sur il la va primaire. En prendre, en tous les cas. Non ? Sur la primaire, non. Les gens qui vont aller voter à la primaire sont un cœur d'électorat de droite qui est assez segmenté, assez particulier, qui ne va pas naturellement vers Emmanuel Macron. Alors on peut essayer de dire qu'il va étirer le corps électoral, mais en fait, en réalité, il y a peu de chance. Ils ont l'air inquiets, les candidats, pour le moment. Mais nous verrons cela à l'épreuve des faits et dans leur mission. On va continuer à parler des programmes plus largement. Par rapport au socle de droite, quel programme à gauche et quelle nuance de programme à gauche ? On en parle dans quelques instants, mais d'abord, les détails avec Mounir Soussi. Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon sont au moins d'accord sur un point. Ils tirent un diagnostic identique de la situation économique et préconisent plus ou moins la même potion pour dynamiser l'activité. Leurs programmes veulent mettre à terre plusieurs totems de la gauche. Suppression de l'ISF, fin des 35 heures, hausse de l'âge du départ à la retraite. Les mesures sont assumées par les candidats. Quand Nicolas Sarkozy préconise un contre-choc fiscal avec une baisse de 10% de l'impôt sur le revenu, François Fillon propose une hausse de la TVA de 3,5 points pour alléger les charges des entreprises. Autre élément de consensus à droite, la réduction des dépenses publiques. En fonction des candidats, l'État devra économiser entre 85 et 110 milliards d'euros sur le prochain quinquennat. La diminution du nombre de fonctionnaires doit permettre d'atteindre cet objectif. À gauche, Emmanuel Macron, le très probable candidat, fait des propositions originales avec la modulation du temps de travail en fonction de l'âge ou la nationalisation de l'UNEDIC. Quant aux autres candidats qui porteront les couleurs de la gauche, les premières esquisses de leur programme divergent. Arnaud Montebourg défend un Made in France assumé. François Hollande ou Manuel Valls pourront à coup sûr s'appuyer sur un bilan où le rééquilibrage des comptes de la Sécu, l'impact du CICE sur les marges des entreprises et le début d'inversion de la courbe du chômage seront des arguments non négligeables de la bataille présidentielle. Voilà, avant de parler des nuances à droite comme à gauche, Robin Rivaton, est-ce qu'on peut encore parler de clivage traditionnel, justement sur le plan économique, droite-gauche ? Est-ce qu'avec la victoire de Trump, tout cela va être bouleversé et finalement il va y avoir une nouvelle donne autour de nouveaux clivages, mondialisation, libre-échange ? Je pense pas. Je pense qu'il y a eu une convergence entre l'ancienne droite au gouvernement et l'actuelle gauche au gouvernement, qui ont fait le choix de ne pas faire de choix. En fait, en réalité, la crise, c'est le moment où on doit faire des choix. Ça veut dire passer au crible, ces options. Ça vient de cette étymologie-là. Et la gauche de gouvernement, comme la droite qui l'a précédée, n'a pas fait de choix. Donc elle a essayé de gérer, elle a essayé de tenir un peu le déficit ici, un peu les comptes sociaux ici, un peu le chômage, en essayant de bricoler, mais sans aboutir à des résultats concrets. La différence aujourd'hui avec les programmes de droite, et notamment celui de Bruno Le Maire, c'est qu'on fait des choix radicaux qui engagent le pays sur une nouvelle voie. Donc aujourd'hui, qui est par le passé une convergence entre la droite et la gauche au pouvoir, oui. Aujourd'hui, avec les programmes de la droite et notamment celui de Bruno Le Maire, c'est différent. Alors on va élargir. Il y a Bruno Le Maire, vous avez raison d'en parler, on va parler de toutes les nuances. À droite, Pierre Jouët, même question, puis après je vous laisse vraiment débattre sur les différents programmes. Est-ce que le débat entre ouverture et fermeture prend en ce moment une place importante depuis, c'est vrai, ce qui s'est passé aux États-Unis, où on va parler beaucoup plus, non pas seulement des frontières évidemment, mais de taxation, etc. Je pense que c'est pas par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est un débat qui est dans la vie politique française maintenant depuis quelques années. Aujourd'hui, il veut retrouver son sens parce qu'il arrive sur la scène médiatique et que les uns et les autres veulent en parler. Je pense que c'est un débat qui aujourd'hui est sur la table depuis un certain nombre d'années et qui font justement partie des points de différence aussi sur les programmes de la gauche, entre les candidats futurs de la gauche, mais aussi entre les candidats de droite. Et je crois que sur ce point, sur la question de la mondialisation, de l'organisation de la régulation mondiale, sur la question des frontières d'un point de vue économique, nous devons porter une politique moderne, une politique ouverte, une politique de protection, mais qui ne veut pas dire une politique protectionniste. Je n'ai jamais cru à une politique protectionniste. Vous savez, le protectionnisme, on a pu l'essayer dans notre pays. Fut un temps, on s'est dit, on va fermer les frontières et ça va réinjecter de l'argent dans l'économie française. Les Français vont consommer, ça va consommer directement sur le territoire national et ça va faire repartir la croissance. Je pense que cette analyse est aujourd'hui simpliste et faussée.
Ouais, je pense qu'effectivement, en plus, le débat n'est pas purement économique. C'est-à-dire qu'il y a des candidats qui vont défendre une ligne plutôt anti-mondialisation, mais pas tellement sur la logique économique, beaucoup plus sur la logique culturelle, identitaire. Et donc, c'est plus sur ce créneau-là qu'ils vont s'opposer. Et je pense qu'aujourd'hui, à droite, et la plupart des candidats ont fait ce choix-là, pas tous, mais quand même un certain nombre, c'est de dire que ce qui est fondé notre société, c'était le travail. C'était l'idée qu'il fallait redonner de la prospérité à la France et retrouver cette prospérité qui nous fait tant défaut depuis des années, cette croissance qui est lacunaire et qui, quelque part, finit par peser sur la société. Quand il n'y a pas de croissance, tout ce que quelqu'un gagne à titre individuel, il le prend à quelqu'un. Et c'est quand même il y a une prédation qui s'installe et ça a tendance à lever les individus les uns contre les autres. Donc notre idée, ça a été de dire comment on peut recréer de la prospérité, comment on peut remettre de la croissance par des réformes radicales, selon par des réformes assez radicales et des choix qui n'ont pas été faits par le passé. Alors des réformes radicales que le gouvernement, qui est dans son rôle, qualifie d'épouvantail, s'il vous plaît. C'est ce qui veut dire de rupture, en tous les cas, sociale pour le pays. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? La rupture sociale, elle existe déjà. Quand vous avez aujourd'hui 1,6 million de personnes qui sont allocataires du RSA socle, qui est une augmentation de 60% en l'espace de 10 ans, quand vous avez un taux de chômage qui est incapable de baisser, alors que dans tous les pays européens, il est aujourd'hui de 8% au niveau de l'Union européenne, il est de quasiment de 10% en France. La rupture sociale, elle est là. Elle est là quand vous avez des millions de gens qui se retrouvent en situation de précarité, quand vous avez des gens qui cumulent 2 emplois parce qu'ils n'arrivent pas à en avoir un seul dans ce pays. La rupture sociale, elle est déjà là. C'est le modèle aujourd'hui qui est en train d'être tellement raboté, tellement grignoté, tellement abîmé qu'il est en rupture sociale. Notre proposition, c'est de le remettre en route et de faire en sorte qu'il fonctionne de nouveau. Mais justement, la question c'est quelles sont les propositions ? J'entends. À droite, on les connaît. On les connaît, elles ont été étayées aujourd'hui, détaillées. Elles ont été étayées, elles ont été détaillées. Aujourd'hui, moi, ce que je constate sur ce programme commun de la droite, qui varie, il y a quelques variantes. 3,5% d'augmentation de la TVA pour certains, 1,5% d'augmentation pour les autres, réduction drastique, mais ça on nous le dit à chaque fois, de la dette publique dans ce pays. Maintenant j'entends qu'on voudrait supprimer de manière importante des postes de fonctionnaires, qu'on voudrait arrêter la fonction publique. Moi, ce que je constate, ce sont les faits. Je veux bien qu'on vienne expliquer que la gauche aurait failli et que la gauche n'aurait pas trouvé les moyens de redonner du souffle à l'économie française. Aujourd'hui, parlons de faits. Parlons de faits et de résultats. Justement, sur la question du déficit public, est-ce qu'aujourd'hui dans notre pays, la part du déficit public n'a pas baissé depuis 5 ans ? Vrai ou faux ? Est-ce que ce déficit devait arriver ? La promesse de campagne du candidat Hollande était d'arriver à l'équilibre en 2017. Quand on a voté la semaine dernière, un peu moins de 3%. Quand on a voté la semaine dernière à l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, quel est l'écart entre la droite et la gauche ? 15 milliards d'euros d'un côté, 700 millions de l'autre. Je ne dis pas que les Français mettent le déficit en 1 par rapport à ce que vous avez réalisé dans l'économie. Je ne le crois pas. Je ne le pense pas. Je ne pense pas que le débat d'experts comptables intéresse les Français. Alors allons. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, nous devons porter un modèle précis, en affirmant que oui, nous devions réduire et nous devons encore réduire le déficit public dans notre pays. Que deuxièmement, si nous l'avons fait, que deuxièmement, nous devions redonner des marges de manœuvre aux entreprises, nous l'avons fait, notamment à travers le CICE, à travers la Banque publique d'investissement aussi qui accompagne les entreprises. Et que troisièmement, aujourd'hui, moi je suis d'accord là-dessus, nous devons déverrouiller l'économie française. Sur les questions du chômage, par exemple, nous devons aller plus loin, nous devons territorialiser les questions de l'emploi, plus qu'est-ce que nous le sont faites aujourd'hui. Sur les 3 points, très rapidement, mais en fait, ce qui s'est passé quand même entre la France de 2012 et la France de 2017, c'est que là où tous les pays européens ont fait des efforts et grosso modo ont obtenu des résultats, encore une fois, le taux de chômage européen de 8% quand il est encore de 10% en France. Vous avez le déficit public dans l'ensemble de l'Union européenne, il est de 2% quand il est de plus de 3% en France. Je ne vais pas multiplier les exemples, les chiffres sont là pour le prouver, mais en fait, c'est pas qu'elle a empiré la situation, mais elle n'a rien changé. Et c'est pire que tout, quelque part, parce que ce message de ne rien changer, cette idée de stagnation, dans lequel on est incapable ni de créer de la richesse, ni de faire évoluer les choses, ni donner aux gens le sentiment que les choses évoluent. Vous nous parliez des marges des entreprises, mais c'est très bien les marges d'entreprise. Mais en quoi vous avez réussi à transformer l'amélioration des marges des entreprises en emplois créés pérennes et employés ? Vous n'avez pas réussi. Ça leur permet d'investir. Pourquoi vous n'avez pas réussi ? Les entreprises investissent, ont retrouvé des marges de manœuvre, comme nous avons retrouvé pour l'export une balance du commerce extérieur qui était 60 milliards. Elle était de combien quand nous sommes arrivés au pouvoir ? On ne peut pas dire que nous sommes arrivés au pouvoir il y a 5 ans sur une situation à zéro qui était à l'équilibre. Vous êtes arrivé sur une très mauvaise situation. La réalité, c'est que nous sommes arrivés dans une situation au pouvoir où la dette avait doublé en 10 ans. Non, elle avait augmenté de 600 milliards. Et on est arrivé dans une situation où nous sommes aujourd'hui au terme du quinquennat. Nous sommes au terme d'un quinquennat. Oui, mais on est au terme d'un quinquennat. Je l'entends bien que nous sommes au terme d'un quinquennat. Mais aujourd'hui,
De quel point de départ avons-nous pris la situation de ce pays? Vous nous avez laissé un État en faillite. Moi, je n'ai rien laissé, je n'étais pas aux manettes. La droite, mais moi non plus, je n'étais pas aux manettes, je ne suis pas aujourd'hui. Mais on défend une politique et l'un et l'autre, donc on ne peut pas dire des choses comme ça. La réalité, c'est que François Fillon lui-même, Premier ministre, le disait, je suis à la tête d'un État en faillite. Nous avons hérité d'un État en faillite. Nous avons dû redresser cette situation. Et ça a été difficile. La question de la fiscalité a été un point difficile sur les 2 premières années de ce quinquennat. Aujourd'hui, nous rebaissons les impôts pour les Français les plus modestes. Mais ça a été vous êtes en train de dire que c'est en 2022 que ça ira mieux? Non, c'est pas en 2022 parce qu'aujourd'hui, la situation est en situation d'amélioration. La preuve avec les chiffres que j'ai pris, regardons de manière objective. Le chômage, la baisse du chômage, il n'y a pas eu aucun impact de la baisse du chômage depuis 2012. Sur le déficit, il n'y a pas eu de progression. Vous sortez les déficits sociaux, mais quand on parle du déficit global, le consolidé, celui qui concerne la sécurité sociale, l'État, les collectivités publiques, les collectivités territoriales, rien n'a évolué et encore moins par rapport à la promesse. Une question peut-être, Robin Rivetton, parce que vous êtes le défenseur de réformes radicales, mais dites-nous, parce que l'une des questions qui est vraiment posée, c'est celle de savoir, quand on a des programmes assez tranchés et tranchants, comme Bruno Le Maire et d'autres, comment on va les appliquer dans une France? Non, mais c'est une vraie question qui, socialement, dans la rue, est à fleur de peau. On l'a constaté avec ce que vous estimez être des demi-réformes, mais alors avec des réformes radicales comme les vôtres, par quel coup de baguette magique vous allez les faire passer? Il n'y a pas de coup de baguette magique. Par contre, il y a une nécessité de justice et de réalisme. Quand vous dites que les programmes s'échelonnent entre 85 et 110 milliards d'économies, je suis désolé de dire que ce n'est pas la même chose de faire 85, ce qui est la proposition de Bruno Le Maire, la plus réaliste, la plus petite peut-être. C'est pas celui qui est en tête dans les sondages. La moins audacieuse, c'est peut-être la moins audacieuse sur le papier comme ça, mais au moins c'est celle qui est réaliste. Quand on dit par exemple qu'on veut supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, c'est pas pour le plaisir de supprimer des postes de fonctionnaires, mais il faut savoir que sur la même période, il y a 750 000 fonctionnaires qui vont partir à la retraite. Vous n'avez pas répondu à ma question. Comment vous allez faire passer? On a compris. Vous expliquez, et on peut comprendre vos propositions, mais comment vous allez les appliquer? Comment les faire passer? D'une part, les programmes ont été détaillés. Quand on écrit 1012 pages de programme, quand on annonce les choses, la couleur avant, les gens qui mettront un bulletin dans l'urne sauront pourquoi ils ont voté. Il n'y aura pas de trahison, il n'y aura pas de fausses promesses, il n'y aura pas de reniement. Les choses ont été explicitées. Deuxième point, dans tous les pays européens dans lesquels il y a eu des réformes, et il y a eu un certain nombre de pays, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, dans tous ces pays, il y a eu des gens qui sont descendus dans la rue. Quand Matteo Renzi fait la réforme du marché du travail, il y a 1 million de personnes à Rome. Est-ce qu'il recule d'un iota? Non. Quand à Paris, il y a 100 000 personnes qui défilent entre Bastille et Nation, le gouvernement se plie et fait une loi El Khomri amendrie une fois, 2 fois, pour aboutir à un texte qui n'a aucun impact. Voilà aussi comment on fait des réformes dans un pays quand on tient le cap. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que les paroles, c'est bien en temps de campagne, les actes, c'est mieux. Et ça vaut pour tout le monde, n'est-ce pas? Non, mais moi, c'est ce que j'essaye de m'appliquer, vous savez, au quotidien, très modestement. Je pense que on parlait des candidats, vous ne l'avez pas encore, me semble-t-il, à gauche. Non, mais je pense que les gens ont besoin aussi d'actes et de réalité. J'entends ce qui est dit sur le courage politique. Moi, je partage cette vision du courage politique. Il faut du courage politique pour mener des réformes. Quand on parle de baisse des déficits publics dans notre pays, on va prendre un exemple très précis. La baisse des dotations aux collectivités locales. La gauche l'a fait au gouvernement. On a vu tous les élus de droite se mobiliser. Je prends un exemple très précis. Un des spécialistes des questions des collectivités locales chez Bruno Le Maire, qui est Damien Abad. Damien Abad, il a été maintes fois en train de dénoncer cette asphyxie des collectivités. Vous nous dites qu'il y a une hypocrisie à droite quand la gauche l'hypocrisie, elle est fait totale. Des réformes qui peuvent aller dans leur sens. Aujourd'hui, il y a une volonté de déstructurer tout ce qui a été fait par idéologie. Eh bien, moi, je refuse ça. Il y a un moment donné, est-ce qu'on est capable de se dire que oui ou non, de manière collective, nous devons réformer le marché du travail? Les débats au Parlement ont été caricaturaux. La droite a voulu caricaturer absolument ce qui a été fait. Cette baisse des dotations aux collectivités, ça a été la même chose. Donc il y a un moment, soyons capables de s'appliquer ce qu'on veut faire en période électorale. Bien sûr, mais cette réforme dont vous parlez, une réforme qui au final arrive très très tard dans le mandat, qui n'arrive même pas en soutien des mesures de baisse de charges sur les entreprises, et donc qui n'a aucun effet sur le mandat. La loi El Khomri, donc une réforme sur le marché du travail qui arrive extrêmement tard, extrêmement faible, du moins pas du tout à l'ampleur de ce qu'il faut faire pour réformer le marché du travail. Elle ne permet pas du tout d'aider les gens qui sont complètement coupés du marché du travail, et ils sont nombreux dans ce pays. Et là, c'est où là il faut des mesures radicales. Et quand je prends une mesure comme celle des emplois rebonds de Bruno Le Maire, qui permet à un allocataire aujourd'hui des minima sociaux de cumuler son minima social avec un contrat de 80 heures par mois et de 400 €, là on est sur une mesure radicale, une mesure nouvelle qui permet de... Projet contre projet et programme contre programme, quand on saura qui sera le gagnant de la primaire droite et qui sera le candidat de la gauche plus largement. Messieurs, je vous propose de découvrir ensemble les unes des quotidiens demain. Et sans surprise, c'est Emmanuel Macron qui tient l'affiche avec Ouest France d'abord. Macron se déclare.
Le Figaro présidentiel, Macron prend de vitesse Hollande et Valls. Les Échos présidentielle 2017, la course s'accélère. Seule une différente, Libération 2017, Le Pen en mode furtif à l'heure où discrètement la leader du FN organise son commando pour la présidentielle. Eh bien Libé lance l'œil sur le front, un observatoire de l'extrême droite. Voilà pour tous ces sujets. Merci encore. On arrive à la fin de cette émission. Dans quelques instants, c'est l'émission politique L'épreuve de vérité avec Michel Grossior. Demain, votre premier rendez-vous matinal, c'est Territoire d'info. Et puis rendez-vous à 22h pour aller plus loin. Belle fin de soirée.